Comme c'est indiqué sur le petit bandeau, c'est une présentation que j'avais fait à la demande de la salle, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui voulaient avoir une liste des catalogues disponibles, notamment pour faire du visuel. Donc j'avais préparé ça et puis je l'ai proposé à Philippe. Dans cette présentation, donc, je ferai un petit préambule. Il y aura une partie historique un petit peu pour voir un peu comment sont arrivés les différents catalogues. Après, on abordera directement l'aspect catalogue avec un petit peu de détail de tous les catalogues qu'on peut utiliser. Et puis je terminerai avec la bibliographie que j'ai utilisée et notamment le centre des données de Strasbourg qui est vraiment quelque chose de très intéressant. Alors, comme je l'ai dit, le parti pris, c'est un catalogue d'observation visuelle. Je ne veux pas dire qu'il ne peut pas servir pour autre chose, mais ça explique un peu l'orientation de la présentation. J'ai exclu tout ce qui est Atlas, parce que là aussi, ce serait important. Je n'ai pas cité tous les catalogues d'astronomes amateurs, dans la mesure où il y en a une foultitude. Ça va de Laurent Ferrero à Alvin Huet, et j'en passe, c'est des meilleurs. Là aussi, j'ai fait cette impasse-là. Et puis je suis resté dans l'hémisphère nord, puisque c'est quand même là qu'on observe systématiquement. Quant au contenu ce sur quoi va porter la présentation, je ne parlerai pas d'étoiles, à l'exception des étoiles carbonées, parce qu'elles sont intéressantes, notamment quand on fait des journées portes ouvertes ou des présentations publiques. Et je me concentrerai plutôt sur le ciel profond, c'est-à-dire galaxies, amas et nébuleuses. Alors, je vais essayer de faire un petit historique un peu de comment on est arrivé au catalogue qu'on utilise aujourd'hui. Ça démarre avec Hipparque, avant Jésus-Christ, qui a édité un document dans lequel il y avait, paraît-il, 1025 étoiles, mais dans lequel on trouvait aussi M44 et le double amas percé. Malheureusement, il a brûlé dans l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, et donc on n'en a plus de traces. Ensuite, on retrouve l'Almageste. Là, on est passé après Jésus-Christ avec Ptolémée, dans lequel il y a 7 objets du ciel profond. Là, on fait tout de suite un grand saut, où on arrive avec l'astronome perse Al-Soufi, dans lequel on trouve mention de la galaxie d'Andromède. On est en 1964. Je passe pour l'anecdote sur sur l'origine de M1, qui est une supernova qui avait été décrite par les Chinois en 1054. C'est pas vraiment un catalogue. Pour arriver en 1500 avec les nuages de Magellan, décrit au départ par Amerigo Vespucci, mais détaillé par Magellan lors de son tour du monde entre 1480 et 1521. Ensuite, Tycho Brahe, qui avait fait beaucoup de mesures, mentionne l'amas du Cancer. Ensuite, on trouve un Italien en 1654 avec 25 objets du ciel profond, notamment beaucoup d'amas ouverts. En 1687, Hevelius, avec son catalogue Uranographia, mentionne M22, un nouveau M31 et un nouveau M44. On verra que dans les catalogues successifs, les gens reprennent aussi mention des objets des catalogues précédents. En 1712, on trouve John Flamsteed, avec M38, 31, 41, 42 et la Rosette, avec son catalogue Historia Celestis Britannica. Et on trouve notre ami Edmond Halley en 1715 avec M13 et Oméga du Centaure. En 1733, on a dans la publication du 3e atlas de William Derham, on trouve 16 objets, dont, un peu plus de 16 objets, mais dont pas mal sont repris d'Hevelius et de Halley. Là, on trouve un Français, Philippe Louis de Chézeaux, en 1746,
avec 8 découvertes originales, dont M4, M17, M16, 25, 35 et 71. Et puis en 1752, le fameux Nicolas Dacaille, qui a donné son nom à, qui a dénommé beaucoup de constellations dans l'hémisphère sud, édite un catalogue avec 32 objets, dont Tarentule et Tacarine. Alors on arrive au Furet des comètes, comme disait Louis XV, avec Charles Messier, qui édite une première version avec 45 objets, qui sera ensuite complétée par un certain nombre d'astronomes, dont Méchain, pour finir à 110 objets, dont 108 a priori véritables, puisque je crois qu'il y en a un en double. Ensuite, on passe au découvreur d'Uranus, la personne de William Herschel, en 1864, qui lui est à l'origine vraiment du catalogue qu'on utilise tous aujourd'hui, qui est le NGC, avec le GC, le General Catalogue of Nebulae, avec 5000 objets dans notre hémisphère, puisqu'il travaillait depuis l'Angleterre, avec d'abord un télescope de 200, puis celui qui est là, un télescope d'1,20 m, et avec sa sœur Caroline qui notait tout ce qu'il indiquait du haut de l'échelle. Alors John, c'est l'époque 1864, parce que William découvert d'Uranus 1780. Non, pardon. Là, je parle de William Herschel, pardon, autant pour moi. John, c'est après, c'est après. Ok. C'est John qui a fait une grosse partie du travail, qui est le General Catalogue, qui n'est pas le même General Catalogue. Oui, mais non, mais le NGC viendra quand même de là. Mais William a édité donc le GC avec sa sœur Caroline, et son fils a poursuivi le travail avec notamment des objets dans l'hémisphère sud, puisqu'il avait séjourné au Cap pendant un certain temps. Ensuite, on va trouver des Dreyer qui effectivement sort le New General Catalogue. On voit un extrait là. Il publiera ensuite en 1895 et 1908 les fameux IC, avec respectivement 1500 et à peu près 3900 objets, IC1 et IC2. Ce catalogue qui sera ensuite révisé par RNGC, Revised New General Catalogue, de Sulentic et TIFF. Et 100 ans après, il sera complété pour arriver à l'ensemble des données qu'on a aujourd'hui, qui sont 13 000 objets, NGC-IC. Donc voilà un peu pour l'historique. Je vais rapidement passer sur les catalogues classiques que vous connaissez tous. Le Messier, je ne sais pas s'il faut encore le mentionner. Donc 40 galaxies, 29 amas globulaires, 27 amas ouverts, 4 planétaires. Là, ça va jusqu'à la magnitude 10,2, et l'objet qui est le plus au sud, c'est M7 dans le Scorpion. Alors, à l'identique de Messier, mais cette fois sur les deux hémisphères, il y a un Anglais, Moore, Caldwell plus exactement, qui a édité un catalogue avec 109 objets. Je ne sais pas si vous voulez faire un clin d'œil à celui de Messier, c'est possible, qui porte sur les deux hémisphères et qui est intéressant aussi à faire avec notamment des instruments de faible diamètre. Ça peut être un peu une alternative à Messier. Et puis le catalogue qu'on utilise tous, avec ses 13 000 objets, qui est donc le NGC-IC. NGC-IC, alors là, tout à l'heure je parlais du centre des données de Strasbourg. Voilà typiquement ce qu'on peut trouver sur ce site. C'est un peu le contenu de ces catalogues. Donc vous voyez en termes de magnitude qu'on se trouve entre, bon, ça commence effectivement à des magnitudes fortes, mais c'est concentré entre 12 et 16. Et en termes d'objets, on a une répartition statistique. Vous voyez qu'en 5, c'est massivement des galaxies dans ce catalogue. Et ce qui m'a paru un petit peu amusant, c'est le nombre d'objets inconnus, voilà, le 7, 5, 6, 7. Vous voyez qu'il y a quand même pas loin de 700 objets, puisqu'on est en échelle 1000, 70 objets, pardon,
Non, oui, 700 objets. 700 objets qui sont soit des doublons, soit des inconnus. C'était un peu ma surprise de découvrir ça. Et ensuite, on trouve 1, 2, on trouve pas mal d'amas globulaires, jusque 0,5, 0,4, ça fait 400. Voilà, ça c'est une statistique uniquement sur la MGC. J'ai vu mes objets, je n'ai pas tous les IC. Voilà pour les catalogues classiques. Ensuite, ce que j'ai essayé de répertorier, et encore une fois sans être exhaustif, les catalogues par type d'objet. Donc je vais commencer par les galaxies. Donc ARP, l'intérêt de ARP, c'est que c'est vraiment des galaxies atypiques, qui sont regroupées par nature ou par groupe, et qui vont essentiellement, on voit entre des magnitudes de essentiellement 12 à 15, et qui reprennent, ce pas des nouveaux objets, simplement c'est des objets atypiques qui sont repris à partir des catalogues NGC et UGC. Donc le soir où on a envie de faire de la galaxie atypique, le HARP c'est tout à fait quelque chose d'adapté. Ixon pour les groupes, c'est des groupes de galaxies qu'a édité un Canadien, Paul Ixon. C'est assez récent, 1982. Avec des galaxies qui sont essentiellement entre 11 et 13, donc accessibles à des instruments type 300-400, facilement, surtout ici, et qui a repris pareil pas mal de NGC, et dans lequel on trouve, en termes de groupe de galaxies, bien sûr le quintet de Stéphan et le sextet de Céphène, et même aussi le septet de Copenhague. Là aussi, c'est pas vraiment des objets nouveaux, mais c'est des groupes de galaxies. Alors je vous montre quelques images quand même. De ce qu'on trouve dans le Ixon, il y a des choses intéressantes. Alors, j'aurais pu mettre le nom MGC en dessous, la boîte, la fameuse boîte. Et notre amas, le sextet de Céphène. Voilà. Ensuite, on arrive au catalogue Abel. Alors, il y a deux catalogues, les Nébuleuse des galaxies. Là, on est dans le catalogue des galaxies, avec environ 4000 des groupes de galaxies, qui sont des groupes relativement compacts, ce qui est intéressant pour nous, astronomes amateurs, qui est divisé en 7 groupes. Alors, le seul truc qui est un petit peu embêtant, qui n'est pas facile à interpréter, c'est qu'il les a classés par magnitude du 10e membre le plus brillant du groupe. Donc c'est difficile effectivement de sortir une magnitude visuelle et d'essayer de déterminer si c'est accessible ou pas à l'instrument que l'on a. Dans ces 4000 amas, il y en a 2700 dans notre hémisphère. Et voilà toujours avec l'instrument du site de Strasbourg, un élément statistique. C'est la magnitude rouge, donc probablement du 10e élément le plus brillant du groupe. Donc, le 10e élément le plus brillant du groupe, ici, est à 17,5. On va avoir peut-être une étude globale, je ne sais pas, de 14, 15, peut-être. Difficile à augurer, c'est un peu la difficulté de ce catalogue. Enfin, en tout cas, pour un astronome amateur visuel. Alors UGC, bon, c'est un immense catalogue aussi, je ne sais pas si les gens l'utilisent, moi je ne l'utilise pas. Mais c'est un catalogue dans lequel il y a 13 000 objets aussi, édité par un Suédois en 1973. Alors des autres catalogues, je les cite pour mémoire, il y a le MGC, qui a été édité par des Russes, 30 000 galaxies. Il y a l'ESO, Uppsala, en 82, 18 000 objets. Et puis alors il y en a un sur lequel, vous m'excuserez en insistant parce qu'il y a un Lyonnais qui a participé, qui est le PGC,
avec Georges Paturel, qui est d'ailleurs un membre de la SAL, et qui est un catalogue avec 73 000 RSI. Mais un catalogue dont on a entendu parler récemment, parce qu'à partir de ça, il y a des gens qui ont fait des études comment je veux dire, de dimensionnement 3D de notre environnement. Donc voilà pour les galaxies. Les amas globulaires sont aussi de très beaux objets. Bon, je repasse sur le messier. Il y a deux catalogues intéressants, notamment pour des challenges. Le PAN, c'est des objets toujours assez difficiles, à 15 amas globulaires. Je vais vous montrer après leur magnitude. Et puis le Tarzan, je m'excuse, c'est aussi quelqu'un qui a travaillé à l'Observatoire de Lyon, avec 11 amas globulaires. Donc voilà les palomars. Vous voyez, ça tourne entre le 11 qui est à 9,80, même 9,28 pour le PAN 9, jusqu'à des magnitudes de 14. Je pense que c'est quand même accessible avec beaucoup de instruments, mais c'est toujours un petit peu un challenge. Donc Palomar, parce que c'est Georges Abel qui a répertorié ces amas à partir des plaques photos du Palomar. Et Tarzan, et qu'il y a 11 amas globulaires avec des magnitudes qui vont de 12 pour le Tarzan 7 jusqu'à plus de 16. Les amas ouverts, alors Dieu sait s'il y a des catalogues. Le Collinder avec 470 amas répertoriés en 1931. Bon, avec des magnitudes assez fortes, jusqu'à magnitude 15 à peu près. Alors, le Meute, publié en 1915, 245 entrées, alors je pense que c'était pas très visible, de grossir un peu. Voilà. On a des magnitudes, vous voyez, bon, alors effectivement, avec des amas ouverts, les magnitudes, ça va, là, il y en a de 4, 5, 6, jusque probablement 10, 12. On ne va pas tous les passer. Je vous montre quelques exemples. Alors, on retrouve, c'est encore une fois pas des objets spécifiques à ce catalogue, hein. On trouve pas mal de NGC comme vous voyez, mais l'intérêt c'est de regrouper des amas stellaires. Ensuite, on trouve Dolids, qui a été fait en Géorgie. Pareil, catalogue d'amas et d'astérismes. Voilà, il y en a beaucoup moins, hein. Mais je vous montre quelques photos, je vais essayer de grossir un petit peu. Joli amas ouverts. Les autres ne sont pas visibles. Voilà. 47 amas. Et puis pour terminer, Dodds, où on retrouve le même Dolids avec un nom qui n'est pas totalement prononçable, d'un autre astronome, dans lequel il y a 11 objets. Il n'est pas tout à fait fini de nominer, excusez-moi. Voilà. Bon, c'est de l'astérisme, hein, ça peut être aussi intéressant pour des journées découvertes. Donc voilà pour un autre catalogue, King, 27 amas ouverts par un Américain, à partir de l'observatoire du Harvard College, publié jusqu'en 66. Alors, je n'ai pas trouvé toutes les magnitudes, je n'ai pas trouvé non plus les équivalences. C'est quelque chose de découvert
pour lequel, si vous trouvez là, vous trouvez un NGC. Je ne sais pas à partir de quoi il va travailler essentiellement. Et je ne pense pas non plus que ce soit des objets spécifiques, hein, c'est simplement un regroupement. Crumbler, 37 objets, qu'il a classé, lui, avec sa propre classification en fonction de la concentration, de la variété d'éclats et du nombre d'étoiles. Sa propre classification, et qui, là, elles sont classées par constellation, mais on peut aussi trier en fonction de ce que d'un de ces trois critères. Vous voyez que les catalogues évidemment ouverts, c'est pas ce qui manque. Un de mes objets préférés, c'est les nébuleuses planétaires. Alors les fameux PK, avec à peu près, qui aujourd'hui, initialement avait 1000 objets, aujourd'hui on a 2000, essentiellement concentrés autour du centre galactique. Je vais vous montrer quelques photos de PK. Les PK, c'est pareil, hein, on retrouve des NGC dedans, hein, c'est pas non plus des objets toujours spécifiques. Voilà, quelques objets avec leur magnitude. Alors je ne sais pas si ça apparaît à l'écran, moi je les vois à mon écran, mais je ne sais pas si on les voit sur le. Non? Les devine. On les devine? Ouais, il est là. Hein. Donc un objet là, 13,6, une belle nébuleuse. Alors tous ces dessins sont faits par Bertrand Laguille avec un 635 13,9. Toujours à l'observatoire des Baronnies provençales. Une autre nébuleuse. PK 93-2-1. C'est pris pas loin d'ici. Hein. Je crois que vous l'avez visité les dernières. Ouais. D'ailleurs, si vous allez sur son site, vous trouverez aussi des nébuleuses de l'hémisphère sud. Très beau dessin. Coordonnage nébuleuse, 13,3. Ce qui est intéressant quand on fait de la nébuleuse, c'est d'avoir une petite idée de ce qu'on va chercher. Et avec des sites comme ça, on trouve quand même pas mal d'observations. Oui, alors c'est un peu tronqué parce que l'auteur des dessins, lui, se fait d'abord une idée photographique avant de dessiner. Ouais. Et puis il dessine, c'est quand même largement influencé par la photo, alors qu'en particulier pour la nébuleuse planétaire, l'aspect photographique, il ressemble à tout sauf à l'aspect visuel. Oui, non seulement il se fait aider, mais en plus il retravaille derrière. Il ne travaille pas l'ordinateur derrière. Enfin ça, il retravaille par rapport à ses notes. Par rapport à ses notes et à ce qu'il observe et à son impression visuelle. Ouais. Et par contre, sur les formes générales de l'objet, il s'imprègne de l'image photographique. Et il ne travaille pas avec justement même avec un pré-dessin. Il fait un pré-dessin sur le fond d'étoile. Ouais. Ce qui est pas mal d'ailleurs. Ouais. Donc voilà, un peu flou. Une belle, jolie nébuleuse. Ça ne veut pas dire pour autant, puisque ce sont des dessins d'observation visuelle photographique, que quand tu vas observer dans ton téléphone de 600, tu verras la même chose. Je verrai sûrement pas la même chose. Et d'ailleurs, j'observe souvent avec mon collègue, là, avec Bernard, et on ne voit pas les mêmes choses. Pas bien sûr, c'est normal. Bon, c'est tout ce que vous verrez ce soir. Oui, c'est le programme. Ouais. Voilà. Alors il y a un catalogue aussi qui est très fameux, c'est celui de la Belge, qui a donc cette fois en planétaire, qui a 96 objets. Vous voyez qu'il y a des nébuleuses qui commencent à magnitude 10. Alors je n'ai pas la dimension, il faudrait aussi avoir cet élément pour pouvoir avoir toutes les informations. Mais ça monte jusqu'au 19. Mais bon, c'est toujours aussi un petit peu un challenge, c'est intéressant. On a du mal à trouver le catalogue, enfin je l'ai trouvé sur internet, mais il y a, j'ai mentionné tout à l'heure Alvin Huet, il y a un américain qui a édité un catalogue avec d'ailleurs un certain nombre de vues de ces nébuleuses. Mais on a du mal à trouver dans le commerce. Je vous montre quelques images de ces nébuleuses. Voilà 21, hein, la magnitude la plus forte.
Alors ça, c'est des images prises par Hubble, hein. C'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait ce qu'on verra. D'ailleurs, c'est un peu déformant parce que, comme disait Philippe, ce qu'on verra à l'oculaire n'a rien à voir avec ça. Mais bon, c'est pour le plaisir. Là, il est assez diffuse. Je sais pas si vous la voyez bien. Oui, oui. Abel 12. Alors Abel 12 est très difficile dans la mesure où on est vraiment très très proche de l'étoile et qu'il faut pouvoir la sortir de l'oculaire tout en observant la nébuleuse. 31. Diffuse aussi. Et puis là, 74. C'est une belle couleur orangée, très diffuse. Moi, je pense qu'il faut beaucoup de patience avant que l'œil appréhende tout ça. Alors les nébuleuses en général. Alors les nébuleuses brillantes, il y a Lind qui a publié en 65 une liste des nébuleuses un peu plus de 1000 à partir toujours de photos prises au Mont Palomar, qu'il a classé, lui, de 1 à 6 en fonction de leur brillance et de la capacité à les détecter facilement. Je vous en mets quelques-unes là. Il y a la 60. Alors on trouve des NGCIC, de 69-60 à 1999. 69-60, ça va être à 12 novembre. Je sais plus. Cederblad, 330 nébuleuses. Et vous les avez là par magnitude photométrique entre 400 et 500 nanomètres. Sharpless, qui sont généralement des objets assez diffus et très étirés. 313 nébuleuses. La première que j'avais essayée, qui est celle dans le Cygne, SH2 91, qui est classée 2. J'étais dans les Alpes avec un 300, je ne suis pas arrivé à la détecter. Bon, j'ai un œil qui n'est pas forcément le plus performant, mais ça reste des objets assez difficiles quand même. VDB, Van der Berg, censé compter. Là, on est dans les nébuleuses à réflexion. Et puis les nébuleuses obscures, c'est tous celles de Barnard, 367, publiée en 1919, à commencer par Barnard 33, qui est la fameuse tête de cheval. Encore quelques nébuleuses obscures de notre ami Lind, qui en a sorti très loin de 1800, qu'il a classé par opacité de 1, la plus faible à 6, la plus sombre. Donc elles sont toutes, je dirais, elles sont centrées sur le 3 et 4, donc moyennement opaques. Et puis je vais terminer par les étoiles carbonées. J'avais dit que je ne parlerais pas d'étoiles, mais simplement parce que ce sont vraiment des étoiles très parlantes lorsqu'on fait notamment des portes ouvertes. Et j'ai trouvé un petit catalogue avec 110 étoiles publié par Lavassière et Rondy. Voilà, je vous mets quelques exemples, je vous mets pas la liste complète. Si vous souhaitez avoir la liste, j'ai mis dans le sheet. Voilà, classé, je ne sais pas si j'ai une constellation. Très intéressante. J'ai l'amplitude, pour des étoiles, c'est pas forcément le plus intéressant. Ouais, normalement, on peut les trouver classés. Les constellations, tu les as sur les noms. Je l'ai sur les noms, oui, mais oui, on l'a sur le nom, effectivement. Mais je l'ai probablement un peu tronqué, parce qu'on peut aussi l'avoir classé par constellation, puisque c'est un tableur Excel, pardon. Voilà.
110 étoiles, c'est toujours intéressant à montrer sur des gens qui viennent de découvrir le streaming. On va dire sur ces... Alors, après, il y a des catalogues beaucoup plus performants, je veux dire plus complets. Il y a le General Catalogue of Galactic Carbon Stars avec 6900 entrées. Et j'ai fait une petite stat sur, les 250 étoiles de magnitude inférieure à 10. C'est curieux parce que je pense que l'échelle ici n'est pas bonne. Non, pardon, autant pour moi. J'ai 250 étoiles dans ce catalogue qui sont des magnitudes inférieures à 10, mais là, vous avez une statistique sur 1000 entrées de ce catalogue, avec, vous voyez, des étoiles qui sont plutôt de magnitude 12 octaves. Voilà. Je parlais de la bibliographie. Alors, vraiment, le site de l'Observatoire de Strasbourg est fabuleux pour ça, parce que on trouve quasiment tous les catalogues que l'on peut importer sous différentes formes, voire importer même dans la forme compatible avec votre calculateur si vous en avez un. Vous pouvez le sortir aussi sur un tableur Excel et faire toutes les statistiques que vous voulez. C'est vraiment très très intéressant. Sinon, je suis allé aussi au service d'astrophysique du CEA. La première carte que vous aviez vue, qui est une carte chinoise, qui date des années 650. Après, je suis allé sur le CEDS. J'ai aussi utilisé le catalogue de Laurent Ferrero, qui est un peu le catalogue que j'utilise moi en observation, beaucoup en observation, qui est Splendeur du ciel profond. Alors, je ne fais pas de publicité pour ce catalogue, mais vraiment, il y a un catalogue par saison et c'est vraiment très très complet et très intéressant parce qu'il y a un dessin ou une photo, il y a un commentaire et surtout il y a des dessins crayons. Donc c'est très intéressant. Donc je suis allé sur Wikipédia. Je suis allé sur le site de Terzan aussi, bien sûr. Bertrand Labille, que je l'ai signalé. Et puis deux catalogues d'amateurs que sont Lavassière Rondy et puis Simon Léric. Voilà. Et j'en ai terminé avec ce petit exposé. Si vous avez des questions. Pardon ? Oui, le sujet. Alors au départ, c'était supposé de tenir dans une demi-heure. La présentation, c'est très difficile parce que le sujet, j'ai vraiment manqué un certain nombre de choses. Et bon, faire à la fois l'historique et le listing complet, c'est. Alors en pratique, est-ce que quelqu'un s'est déjà occupé de mettre tous ces catalogues dans un tableur, que ce soit Excel ou un autre, Qui reprendrait l'ensemble. Comment ? Qui reprendrait l'ensemble des catalogues. Oui, mais pas seulement l'ensemble. Parce que dans l'ensemble, il y a tous les éléments qu'il nous faut pour choisir les objets en pratique en fonction du diamètre de l'instrument, du grossissement utilisé. Oui. À savoir le calcul des besoins de surface des objets. À partir du moment où on a le grand axe, le petit axe et qu'on a la magnitude réduite sur un point lumineux, on peut faire le mouvement inverse et les placer dans l'ordre de facilité d'observation. Vu sur l'aspect d'observation visuelle. Voilà. En l'occurrence, dans le catalogue de Messier, question à l'Assemblée, quel est l'objet en voyance de surface le plus facile? Je ne vais pas répondre en 3 mètres parce que c'est pas la bonne réponse. Non. Je fais un autre approche. Le premier de la liste, c'est N57. Ah bon? Le deuxième de la liste, c'est lequel? C'est le dernier. Non. Non. En gros, quels sont les objets qui, observés en ville, se dégradent le moins à cause des pollutions environnantes, du manque de contraste de l'image? Enfin, non. Il y a la dire qu'on voit. C'est le premier. N57, c'est celui qui résiste le goût. On est plus planétaire alors? Non, en objet du catalogue de Messier. C'est un objet qu'on observe pas très souvent et qui est pourtant très facile à voir, y compris au avec une de 60 mm de diamètre. Non. C'est L104. D'accord. C'est le sombrero. Ah oui, j'aurais pas imaginé. Ouais, je ne sais même pas si je l'ai regardé.
Et les grands objets célèbres du style la nébuleuse d'Orion, quand on fait ce type de calcul, ben, elle arrive quand même en 32e ou 33e position. Tout ceci pour dire que quand la scène des vérités par rapport à la magnitude des objets, ben, ça ne veut strictement rien dire. Exemple, la nébuleuse ellipse. Sur catalogue, elle est étiquetée mais 7,2. La nébuleuse de Léa est étiquetée selon les catalogues entre 8,3 et 8,8. Alors on se dit 8,8, pas une petite lunette, en ville, tout ça, c'est quand même pas. Par contre, 7,3 en ville, ça doit passer. Tout le monde se casse les dents parce que même ici, la nébuleuse ellipse, il faut quand même déjà avoir le diamètre pour voir quelque chose. Oui, c'est vrai. Alors ce qui serait fort intéressant, ce serait qu'un groupe de personnes un peu acharnées, on ne reprenne pas tout parce qu'il y a des questions d'aller faire ça, mais au moins sur des objets qui vont jusqu'on va dire en magnitude totale globale jusqu'à la 11e magnitude, déjà ça serait déjà pas mal, et puis plus on avance, plus on peut le compléter après, à la voile. Et à ce moment-là, il y aurait des choses absolument fabuleuses à faire et à publier. Parce que ça permet de revisiter complètement. Ah oui, mais. Ça permet de revisiter complètement le choix des objets en fonction des instruments. On a fait ce truc ici, on a fait l'astrotests ici, un peu dans ce but-là. C'était à titre d'essai. On s'est aperçu sur les diverses observations, parce que le but, c'est de prendre un objet qu'on choisit, on l'observe tous ensemble à la même heure, avec des instruments complètement différents, et on demande aux gens, en gros, quelle était leur combinaison la meilleure en fonction de leur instrument et des filtres utilisés quand il faut utiliser des filtres. Et on s'est aperçu une chose, c'est que observer à l'oculaire, le meilleur compromis qui était commun à tous les observateurs était quand la brillance de l'objet, le surface de l'objet atteignait une magnitude qui était de l'ordre de 13,50. Ce qui veut dire que si on a cette constante de brillance de l'objet optimale pour aller de 13,50, connaissant le diamètre de l'instrument et connaissant la brillance de surface de l'objet, on peut déterminer le grossissement optimal par avance. C'est déjà pas très fort. C'est une brillance de surface, c'est pas une étude. C'est pas une étude visuelle, c'est complètement différent. La brillance de fond de ciel, quand le ciel est complètement noir, on ne peut pas aller au-delà de, je crois que c'est 21,2. S'il y a pas de en brillance de fond de ciel, on arrive à 21,50, 21,60, 70 parfois, très rarement. Il faut pas l'instrument, c'est pas une question d'instrument, c'est pas du tout la même, c'est pas du tout le même concept que la magnitude limite, ça n'a strictement rien à voir. Ce qu'il y a, c'est que pour tous les objets, on n'a pas forcément ni la magnitude ni la dimension, donc il y a un petit calcul, un petit travail de recherche à faire avant de pouvoir rebâtir un catalogue. Et ensuite, on peut rebâtir un catalogue des objets, en gros, sur cette base-là, les plus faciles, le plus long possible. Ça n'a pas été fait, c'est qu'il y a une raison. Là, c'est pas sûr. Il y a des tonnes de choses qui n'ont jamais été faites, on se demande pourquoi. Pour faire une commission. Non, mais je parle au niveau des professionnels. Les professionnels, eux, sont de la photo. Ouais. Au lieu d'avoir une ribambelle des catalogues. Et d'autant plus qu'en observation visuelle, en photo, c'est pas du tout la même problématique, puisque là, je joue en fonction de bandes passantes complètement différentes de celles de l'observation visuelle. Ah oui, on n'est pas du tout dans la même. Ah oui, nous on joue dans le bleu. Oui, dans le bleu essentiellement, et un peu dans le vert en vision latérale. Sur les bâtonnets que la CCD, en gros, elle tape Si essentiellement tu fais un catalogue visuel, effectivement, il faut parler en magnitude visuelle. Et pas dans le rouge. Ouais, en fait, ça serait plusieurs catalogues. Non, tu fais un catalogue visuel pour l'observateur. Et puis un autre catalogue. La seule chose à savoir qu'on n'a pas encore déterminée, c'est si la constante commune à tous les observateurs dépend ou non de la couleur intrinsèque de l'objet. Et puis bon, après, il reste à montrer la sensibilité de l'observateur. Ouais. Non, soit la sensibilité d'observateur est assez. Écoute, moi, avec mon collègue, quand on regarde le même objet, on ne voit pas forcément la même chose. Ouais, c'est ce qu'on appelle l'équation personnelle. Ouais. Ça existe aussi pour les Si tu as mal mangé. il y a des observateurs plus ou moins performants, mais d'un type d'objet à un autre, la différence, elle est constante.
Ah oui, peut-être, mais... Ça veut dire qu'ils vont peut-être nous voir peu de détails sur un objet, mais des détails fiables, que de voir comme certains des trucs qui nous explosent dans tous les sens ou qui sont en fait du bluff. Parce qu'il y a beaucoup de bluff dans le dessin astronomique en ce moment en France. Enfin, pas qu'en France. Pour avoir observé, je ne suis pas du tout un dessinateur, hein, mais pour avoir observé, c'est vrai qu'au bout d'un quart d'heure, une demi-heure, tu vois des choses que tu ne vois pas du tout au premier abord. Donc, est-ce que c'est linéaire et est-ce qu'au bout de 3 heures, on peut considérer quelqu'un... Tu as l'effet fatigue, de l'œil. Moi, du dessin, j'en ai fait beaucoup, et là, je pense que je vais en faire un petit peu, parce que moi, j'en ai marre de voir tous ces machins qui sont en bluff intégral. Pas beaucoup. Il ne faut jamais, à mon avis, s'imprégner de l'image de l'objet, quelle qu'elle soit, dans les 6 mois qui précèdent l'observation. Parce que, de toute façon, on ne voit pas la même chose. C'est impossible de voir la même chose. On a une sensibilité qui est dans le bleu vert, et les photos sont toutes à connotation plutôt vers le rouge, même si, bon, elles sont composées. Ouais, mais... et même si elles sont composées par des temps de pause, c'est quand tu fais la trichromie CCD, que tu fais, admettons, 40 images dans le bleu pour compenser le défaut de sensibilité dans le capteur pour 5 images dans le rouge, il n'empêche que dans ton image, ils te mettent la composante rouge que nous, on voit quasiment pas. Oui, oui. Mais de temps en temps, on s'amuse à faire des tests à l'aveugle, c'est-à-dire qu'il y en a qui se fait un oculaire et l'autre à la photo. Ouais. Et on demande, enfin moi je demande par exemple à mon collègue de décrire. Ouais. Et on retrouve quand même pas mal d'éléments de la photo. Hein. Ça dépend pour les objets brillants, oui. Sur la galaxie, notamment sur des bras. Sur des bras ça marche très bien. Mais sur des nébuleuses planétaires, c'est pas sûr. C'est plus difficile. Oui. En tout cas, c'est moins précis. Voilà. Oui, c'est la... Maintenant, il va laisser la parole à Jean Bernard qui va nous mettre ça en pratique. Vous avez 3 heures, vous, je vais vous parler de lumière. Actualité de la